Bonjour. Moi je suis Axel Duez, donc je suis venu avec Renaud. Je travaille aussi chez Digital Security. Chez Digital Security, je suis l'administrateur système et réseau. Ça veut dire qu'en gros, je mets en place toute l'infrastructure. Il faut savoir que comme la boîte est assez récente, on a décidé d'en profiter pour bien mettre en place tout ce que tous les experts de sécurité disent à leurs clients tout le temps. Donc du coup, c'est assez intéressant. Ça permet de. J'ai un gros travail sur la mise en place de l'architecture. J'ai la maintenance de tout ce que je mets en place petit à petit. Et j'assiste les utilisateurs divers et variés. Donc quand les experts ont besoin d'un équipement ou d'une machine pour pouvoir faire d'autres essais, c'est à moi qui s'adresse. Mes centres d'intérêt, ça va être tout ce qui va être système de téléphonie, réseau, de part de mes différentes expériences. Donc je vais commencer par une introduction avec quelques bases sur qu'est-ce qu'on fait en général quand on va concevoir un IC, quand on va essayer de mettre en place des choses. C'est des choses très très classiques, mais il faut bien prendre le temps de définir le besoin et d'identifier les dépendances, parce que trop souvent on va essayer de partir très vite pour répondre directement aux besoins, et finalement on va faire un truc en 5 éléments, et du coup il y aura tellement de choses à vérifier qu'on oubliera la moitié, et personne ne pourra gérer derrière. Donc dans la même idée, il faut simplifier au maximum, il faut éviter tout ce qui est cas particulier, donc homogénéiser tout ce qui va être présentation. Documenter, noter tous les changements qu'on fait, parce que dès qu'il va y avoir quelqu'un d'autre qui va passer, il va pas voir la même chose, on va oublier, on va passer à autre chose. Faire des mises à jour, parce que mine de rien, des correctifs de sécurité, il y en a quasiment tous les jours maintenant. Enfin, il y a une semaine sur deux, on voit une nouvelle faille chez Windows, une nouvelle faille chez Android. Enfin, si on fait pas de mise à jour, on est très très vite dépassé. Chiffrer tout ce qui va être disque dur, éléments, parce que si vous avez déjà bidouillé un petit peu un PC, vous savez très bien où réparer les données de la voisine ou du membre de la famille qui s'y connaît pas trop. Son ordinateur marche plus, vous prenez son disque dur, vous le mettez ailleurs, vous récupérez toutes ces photos. C'est la même chose pour vos mails ou pour vos données perso si vous les mettez sur un PC pas chiffré. On récupère le PC, on prend le disque dur et on copie tout. Identifier qui doit avoir accès à quoi, et sensibiliser beaucoup les utilisateurs, parce que c'est super de mettre un chiffrement du disque dur, c'est super de mettre des longs mots de passe, mais si finalement il finit sur un post-it à la télé, comme pour TV5 ou ces trucs comme ça, ça sert un peu à rien, quoi. Et enfin, un dernier point, contrôler, parce qu'il arrivera toujours un moment où vous avez fait quelque chose, où vous l'avez fait assez vite parce qu'on vous l'a demandé, et après vous avez oublié. Donc si vous repassez pas derrière de temps en temps pour vérifier tout ce que vous avez fait, vous avez fait des erreurs. Hop. Donc je voulais parler un petit peu pour la sensibilisation. Des exemples assez simples, hein, c'est par exemple les mots de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe de 8 caractères assez impossible à taper, enfin assez embêtant à taper, et c'est comme ça. Il faut savoir que maintenant, 8 caractères, pour un botnet qui se fait attaquer comme les autres, ça prend à peu près 1 minute à casser. Même si vous avez mis des caractères que si vous passez sur un clavier QWERTY, vous n'allez jamais réussir à retaper parce que vous ne saurez pas où c'est. Alors que si vous mettez même des mots plus simples à repérer, vous passez à 12, vous montez, etc. Vous passez déjà à 2000 ans, ou sur des PC un peu plus, 9 millions d'années. Et si on monte à 13, 14, 15, 16, ça continue à augmenter. C'est un facteur un peu exponentiel. Donc, et ça paraît très bête quand on le dit comme ça, mais il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'en ont pas conscience, et quand on leur dit 12 caractères, ils sont là, oh là là, je ne sais pas comment je vais faire, je vais l'oublier, et je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps d'accompagner les gens. Enfin, moi je vous le dis ça, même dans la sécurité, même dans une boîte qui fait de la sécurité,
faut l'expliquer aux gens. Donc, faut pas hésiter. D'autres choses très simples sur les gestions de mots de passe. Là, je parle plus du côté parce que j'ai eu une petite expérience chez des clients opérateurs. Je suis passé souvent chez des petites PME où le mot de passe de l'administrateur, il était sur l'imprimante, il était sur une partie du Wi-Fi. Et le problème, c'est que, bon, déjà, la première chose, c'est que dès que vous changez de mot de passe, parce qu'il y a la politique classique, vous devez retourner le changer dans l'imprimante parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il ne marche plus, vous devez faire ça. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui a accès à votre imprimante, bah, il a accès à vos mails, il a accès à votre PC, il a accès à tous les équipements que vous avez accès. Donc, c'est pas terrible. Donc c'est pour ça, enfin bon, l'exemple c'est le responsable informatique, ça peut être la RH qui envoie les fichiers de paye avec son compte mail, enfin, chaque mot de passe doit être personnel et utilisé, et si ça doit être pour un service, bah, vous créez un nouveau mot de passe, un nouveau compte, et il change jamais. Pareil, les mots de passe par défaut, bah, on l'a vu aussi un petit peu dans les conférences d'avant. Il y a encore beaucoup de choses qui sont dans les mots de passe les plus testés, c'est admin, root, ou quelqu'un qui, quand on fait du reverse ou tous ces trucs-là, la première chose que les gens vont tester, c'est mot de passe par défaut sur Internet, et ils vont essayer de le rentrer. Et une fois sur deux, ça marche. Donc, voire un peu plus, mais voilà. Donc du coup, c'est très basique, mais il faut le faire systématiquement. Ouais, 1, 2, 3, 4, enfin voilà. Et privilégier de séparer les mots de passe différemment quand on reste sur des mots de passe. Les changer. Et si on doit les stocker quelque part, parce que ça fait énormément de mots de passe, il faut les stocker dans un fichier chiffré. Donc l'exemple le plus classique, c'est l'Equipass. C'est quand même très pratique. Et ça permet d'avoir un dossier chiffré avec un mot de passe master que tout le monde peut connaître. Et de stocker plein de mots de passe et de générer des mots de passe aléatoirement d'une taille correcte et d'éviter toutes les failles. Enfin, c'est les b.a.-ba, mais c'est des choses que plus vous expliquerez aux utilisateurs, plus ils protégeront aussi vos données. Alors, ouais, donc dans les autres thèmes classiques, quand on met en place des systèmes, faut privilégier tout ce qui va être protocole chiffré. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Si on parle, donc le LDAP, c'est l'authentification à l'Active Directory. En LDAP, tout ce que vous faites, c'est en clair. Ça veut dire que quelqu'un qui écoute votre réseau, bah, il va voir exactement quel mot de passe qui est l'utilisateur a essayé et quel mot de passe il a mis. Vous prenez 10 minutes de plus pour qu'ils reconnaissent votre certificat et mettre le bon. Vous passez en TLS 1.2 en LDAPS et le message il est chiffré et du coup ça prend déjà beaucoup plus de temps à savoir ce qui se passe. C'est moins pratique pour le debug, mais voilà. Et il va y avoir tout ce qui va être authentification par clé et certificat. Quand on passe dans du SSH, on peut avoir notre clé privée, on peut juste mettre les clés publiques et il suffit de lancer et d'avoir tout le temps notre clé, de chiffrer l'accès à cette clé. Et ça évite le mot de passe est tout de suite beaucoup plus long parce que là c'est une clé. Donc en général c'est 2048 bits. Enfin c'est inretenable, mais c'est beaucoup plus simple pour sécuriser. Et donc je vais parler un peu aussi des réseaux. À savoir que les principes de base pour les réseaux, c'est d'essayer de segmenter un maximum les utilisateurs et les administrateurs. Si vos utilisateurs ont accès à toutes vos interfaces d'administration, bah, vous n'êtes pas à l'abri du stagiaire qui est un peu malin ou de l'utilisateur qui n'a pas forcément les meilleures intentions. Donc en plus, ça vous simplifie énormément tout ce qui va être gestion du pare-feu parce que vous allez partir du principe en général que vos utilisateurs, à part aller sur Internet, bon, ils vont aller à 2-3 ressources en entreprise, donc port 80, port 443, mais tout le reste, ça ne les intéresse pas énormément. Alors que par contre, vous allez pouvoir donner beaucoup plus de droits à la partie administrateur. De la même chose, ça va être séparé un Wi-Fi guest d'un Wi-Fi utilisateur. Un Wi-Fi guest, normalement, n'importe quel utilisateur qui est passé dans votre entreprise juste pour, je ne sais pas, vous rencontrer, discuter ou
ou livrer, je sais pas, livrer une bonbonne d'eau, ou je sais pas, qui a eu besoin d'Internet, il a vu le mot de passe. Et après, maintenant, avec une petite antenne ou avec un truc comme ça, enfin une antenne qui capte le Wi-Fi, on peut avoir des antennes qui vont jusqu'à 4-5 km, qui sont à 80 € sur Internet. Donc c'est pas très très dur, une fois qu'on a le mot de passe. Et là, si vous avez en plus pas mis les protocoles chiffrés, il voit tous les mots de passe de tout le monde et il a accès à tout ce qu'il veut. C'est pas très très compliqué. Donc chaque chose que vous faites va améliorer votre niveau de sécurité. Typiquement, vous pouvez faire une authentification par certificat sur votre Wi-Fi utilisateur interne. Et là, avant qu'il ait récupéré votre certificat, votre clé privée, ça va être un peu plus compliqué. Dans la même idée, tous vos serveurs qui vont être exposés sur Internet, de préférence dans une zone à part, qui n'a pas accès à vos ressources internes, à vos protocoles, et séparer tout ce qui va être séparer un maximum tous vos réseaux. Donc là, j'ai fait un exemple avec un réseau téléphonie, un réseau utilisateur, un réseau administrateur, le réseau des invités. Chaque chose peut être segmentée et après, vous gérez au niveau de votre pare-feu les liens entre les différentes zones. Pour un petit exemple, nous, on a 170 segmentations pour notre réseau parce que chaque élément est différent. On a séparé les pattes d'administration, les flux d'administration, les flux d'exploitation qui sont serveur à serveur et les flux de production pour les utilisateurs, histoire qu'un utilisateur ne puisse pas essayer. On essaie aussi que les gens de chez nous essayent de pas trop nous faire de blagues. Bon. Et puis je voulais parler d'un cas un petit peu, pour mettre un petit cas particulier, c'est ce qu'on appelle le DHCP spoofing, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Quand un ordinateur se connecte sur un switch réseau, en général, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer une requête DHCP. Et donc notre serveur DHCP est censé répondre et lui donner une adresse et avec un accès sur le réseau. Une attaque de man in the middle plutôt classique, c'est de se mettre un petit peu sur le même switch et de répondre plus vite à la requête de DHCP. Et du coup, la personne se connecte sur notre serveur avec nos infos, essaye de se loguer et nous envoie tout ce qu'il a envoyé. Et du coup, nous, on a tout récupéré. Alors ça, c'est assez simple et c'est quelque chose qui est aussi assez simple à se protéger. Maintenant, 80% des switches sur le marché ont une fonction qui s'appelle le DHCP snooping. C'est 4 lignes de commande sur un Cisco ou un Juniper ou n'importe quel switch. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez dire que mon serveur DHCP il est branché sur ce port du switch. Et du coup, c'est le seul qui a le droit de répondre à une requête DHCP. Tous les autres, s'ils répondent, on les ignore. Et ça évite tous ces trucs-là. Donc voilà, donc c'est une introduction un petit peu à tout ce qui est règles de base, c'est des règles de sécurité qu'on applique. Il y a ce qui s'appelle, l'ANSSI qui a fait un guide d'hygiène qui reprend, qui va plus loin, qui explique aussi d'autres choses, la sécurité physique et ce genre de choses. Faut pas hésiter à se renseigner. Donc il y avait Renaud qui me disait aussi qu'en ce moment on était toujours en train de recruter des éléments. Donc si vous cherchez des alternants, si vous cherchez à commencer un petit peu dans le monde de la sécurité après ou différents profils, faut pas hésiter à nous contacter. Donc voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Moi j'en ai une très bête. Ouais. Je fais le même métier que vous. Le problème souvent c'est l'utilisateur. Et comment vous gérez le côté oui mais avec ta sécu tu m'emmerdes? Alors bon, j'ai un peu de chance, c'est que moi je suis pas mal soutenu au niveau de la direction. C'est-à-dire que comme on est dans la boîte de sécu, moi le DG, c'est lui qui a défini avec nous la politique de sécurité de mot de passe. Et sinon, c'est beaucoup de temps à expliquer sur comment aider en fait. C'est prendre un slide avec les photos, avec ces éléments de chat, et puis aller expliquer tout simplement comment elle peut s'en rappeler, ou la personne, ou elle ou lui, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a les deux, hein. Il y a clairement les deux, et lui expliquer des méthodes. Et en général,
Et pas hésiter à montrer le KeePass aussi, à expliquer comment ça marche, parce que le fichier Word avec tous les mots de passe, on l'a tous vu. Voilà. Ouais. Bah, KeePass, là, l'open source, il y a KeePass 2.3, enfin, par exemple, qui est très bien. Après, le KeePass va chiffrer le conteneur de mot de passe. Donc, il ne faut pas partager le fichier, mais tant que le fichier est sur votre ordinateur, qui est sur votre espace chiffré, que l'accès est dans un mot de passe assez complexe, la méthode, ça ne marche pas. Voilà. C'est bon ? Bah, merci pour votre attention.